beaucoup. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à l'actualité, on va dire immobilière et peut-être bancaire, si je peux l'appeler comme ça. Parce qu'en ce moment, on entend dire beaucoup, et c'est la réalité des choses, que les taux sont élevés, qu'ils ont beaucoup augmenté, qu'ils arrivent à 4% et qu'ils finiront à 5% à la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on en est arrivé là? Oui, c'est simple, on va dire. C'est simplement dès lors qu'en fait il y a une instabilité sur le marché, du coup économique, il y a la mondialisation, tout simplement. Donc à partir il y a le phénomène géopolitique, donc la guerre en Ukraine, tout ce que ça comporte, l'inflation derrière. Tous ces changements perturbent les marchés et automatiquement, du coup, on rentre dans une phase un peu de récession. C'est-à-dire qu'en fait que les banques centrales aujourd'hui rehaussent leurs taux pour essayer en fait de calmer le jeu en fait au niveau notamment au niveau du marché immobilier. Parce qu'il y a eu des records de transactions quand même qui ont été réalisés ces dernières années. Si tu regardes en fait du coup l'évolution des taux, tu constateras que en fait les taux n'ont fait que descendre en fait ces dernières années. Ouais. Et donc le levier en fait à quoi est due l'augmentation de l'immobilier, c'est ni plus ni moins avec le levier de la baisse des taux, ça venait compenser en fait l'augmentation de l'immobilier. Et là en fait le marché il se retourne parce que justement par rapport au fait que je viens d'évoquer, instabilité au niveau du marché bancaire et donc du coup avec l'inflation forcément augmentation des taux, c'est-à-dire que les banques en fait empruntent de l'argent avec des taux plus importants, tout simplement. Donc il se pose aussi la question de se dire vu que l'argent me coûte aujourd'hui de l'argent, parce qu'avant c'était il y a un an, les banques empruntaient quasiment à 0%. Ouais. Donc en fait derrière il n'y avait pas vraiment de risque en fait, finalement. Après la seule chose c'est qu'aujourd'hui les taux sont plus importants, les banques forcément sont obligées de marger assez logiquement derrière et donc du coup ça se répercute aussi sur le consommateur. Donc de base on va dire que l'augmentation des taux elle devrait avoir un impact sur l'immobilier, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir en théorie une baisse de l'immobilier. Bon, c'est ce qu'on est en train de vivre, des prix. Néanmoins, on voit que le marché quand même résiste quelque peu. On ne peut pas dire que la descente soit amorcée de manière satisfaisante par rapport à l'augmentation des taux. C'est pour ça qu'on voit aussi aujourd'hui que finalement, il y a des acquéreurs qui peinent à trouver du coup un bien dans leur budget. Néanmoins, l'augmentation des taux, c'est une très bonne chose. Parce que finalement, moi je prends toujours l'exemple à Nantes. Un exemple personnel. Voilà. J'avais acheté un T3 du coup à côté du Jardin des Plantes, 125 000 € en 2013. Aujourd'hui, il en vaut 220, 230. Voilà. T'as 10 ans qui se sont passés. Les salaires, ils n'ont pas augmenté d'autant. D'accord. Pourtant, le bien, lui, il a pris à peu près 100 000 €, quasiment un fois deux. Bon, c'est normal qu'au bout d'un moment, du coup, cette augmentation des taux, pour moi, elle peut être bénéfique parce qu'elle peut être amenée en fait à ramener le marché immobilier à une forme de réalité par rapport à ce que perçoivent et gagnent les gens dans leur quotidien. J'espère vraiment que du coup, cette augmentation des taux aura quand même pour vocation de vraiment baisser l'immobilier et que ce que je n'espère pas par contre, c'est que demain en fait les taux soient en fait potentiellement redescendre, mais que l'immobilier n'est pas suffisamment baissé pendant cette hausse et que derrière on recrée une deuxième bulle en disant c'est bon, les taux redescendent, du coup on réaugmente, mais plus que finalement qu'il y a un an, quoi. Et ça c'est le risque. Pour moi là le risque il est là. Après je trouve ce qui est important aussi c'est dans l'équilibre comme tu disais entre les taux et les prix, c'est qu'actuellement sur la façade du marché on voit que les prix restent hauts, mais pour les gens qui y travaillent au quotidien on sait que en fait, il y a des grosses négociations en ce moment et que en fait, ce qui est affiché sur les sites d'annonces n'est pas forcément le prix auquel on va signer chez le notaire. Exactement. Donc ça, je pense qu'il faut le dire aux gens qui ont envie d'acheter et qu'il ne faut pas se freiner à acheter parce que les prix sont trop hauts. C'est évident, ce que tu dis, tu as raison. Je le dis au quotidien auprès des clients qui viennent me voir. Certains, ils sont un peu... on sent chez certains acquéreurs, il y a...
ils peuvent être un peu en peine. Ils se disent, bah voilà, on travaille, on a des revenus corrects, et pour autant, dans le 44, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est pas toujours audible de se dire, voilà, quand vous avez deux personnes qui travaillent au sein d'un foyer, qui ont des revenus corrects, qui n'arrivent pas à acheter une maison, voilà, c'est pas toujours audible. Et donc, de fait, comment dire, je leur dis toujours, voilà, il faut vraiment négocier les biens, il y a des grosses négociations à faire, les prix affichés, en fait, sont pas représentatifs de la réalité du marché. Après, les vendeurs, aujourd'hui, sont aussi dans une dynamique où ils n'ont connu que des augmentations. Allant jusqu'à 10% à l'année. Donc forcément, à un moment donné, le retour à la réalité, il est un peu dur, ce qui est logique. Après, comment dire, ouais, voilà, les négociations sont vraiment très très importantes, d'autant plus que aujourd'hui, il y a les DPE. Alors maintenant, il y a même les audits énergétiques depuis le 1er avril, mais ce que je conseille toujours auprès des acquéreurs, c'est de regarder en fait leur DPE, le diagnostic de performance énergétique du bien qu'ils envisagent d'acheter, pour déjà déterminer si le bien est considéré comme énergivore, à savoir généralement c'est les biens classés en F et G, et à partir de ce moment-là, ils pourront négocier aussi quasiment systématiquement le prix des travaux évoqués, travaux essentiels, ça doit être en page 5 ou 6 du DPE. Donc déjà ça peut être une première marge de négociation. Voilà. Et il faut savoir que ces biens-là, il y en aura de plus en plus, les biens F et G qui vont être remis aussi à la vente, puisque les propriétaires bailleurs donc, qui mettent en location ces biens-là pourront plus les louer en 2025 pour la catégorie G. Et ainsi de suite, après pour les autres catégories, jusqu'à E, pour le coup. E, F, G vont être concernés. Donc forcément, ça veut dire que l'offre et la demande, à un moment donné, ça va bouger aussi à ce niveau-là. Il y aura du coup une offre qui va être plus importante, mais sur des biens en fait aussi considérés comme énergivores. Donc ça va modifier aussi grandement les prix marchés, quoi. Et je pense que ça va arriver en complément de la hausse des taux. Et déjà, on voit qu'il y a plus de biens entre guillemets classés F et G en vente, mais je pense que ça va encore s'accélérer au cours de l'année 2023 pour atteindre son paroxysme sur 2024. Hein. Ok, super. Donc, en tant que courtier, si moi demain, enfin, je me pose la question, est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois attendre? Parce que je sais que moi j'ai beaucoup d'amis qui se posent la question. Quel serait ton conseil du coup? En fait, c'est toujours pareil. Quand tu achètes, tu sais pas forcément, c'est un peu un coup de poker. Tu te dis que bon, la tendance voudrait que les taux augmentent et que l'immobilier baisse, assez logiquement. Après, le marché immobilier n'est pas forcément très très logique non plus. Hein. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que la valeur d'un bien immobilier, c'est ni plus ni moins que ce que peut mettre en face un acheteur. Hein. Donc, partie de ce principe-là, bon, il n'y aura pas forcément de logique partout. Néanmoins, quand on a un coup de cœur, moi je pense qu'il faut y aller, parce qu'un projet immobilier, c'est trouver une maison qui correspond à ses attentes. Un coup de cœur, il n'y en a pas 36 000 non plus, quoi. Donc bon, si ça rentre dans le budget, il faut y aller, et puis voilà. Et on en a parlé tout à l'heure avant. Après, là on parle pour la résidence principale, en l'occurrence. Après, quand c'est de l'investissement locatif, c'est encore différent, parce que il y a d'autres paramètres en fait qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent justement amener aussi potentiellement l'acquéreur à se poser plus de questions sur des notions de rentabilité et autres. Mais quand vous achetez à des taux qui sont importants, plus élevés que ce qu'on a connu, alors des taux autour des 3%, c'est pas non plus un drame. Hein. Clairement, demain ça monte à 4, le plus important, ou même à 5, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y ait un immobilier en fait qui soit cohérent. Le cœur du problème, il est juste là, hein, aujourd'hui. Et l'avantage même, je dirais même plus loin, c'est que lorsque vous achetez à des taux hauts, quand il y a un basculement de marché comme on est en train de le vivre, vous allez de fait, normalement, avoir un immobilier qui va se réajuster fortement. Et de fait, vous achetez votre bien au prix. Et au bon prix, quelque part. Demain, c'est comme tout, c'est cyclique. Les taux, je ne peux pas dire quand, vont redescendre. Et là, les personnes auront joué sur les deux tableaux. Elles auront acheté un bien, entre guillemets, à moindre coût.
Et derrière, elles renégocieront en fait la partie relative au taux d'intérêt sur leur crédit immobilier, et elles pourront gagner soit en baissant la durée, ou soit en baissant la mensualité, tout simplement. Ok, voilà. Très bien. Et dernière petite question sur ce sujet. Il y a une question que, pareil, souvent les jeunes se posent. Combien d'apports personnels il faut pour acheter un bien ? Alors ça, c'est variable. C'est variable en fonction que ce soit en fait si tu achètes dans l'ancien, si tu achètes dans la construction. Alors, dans l'ancien, c'est un peu plus souple que de la construction. Alors, la construction, je vais expliquer pourquoi. Si demain, tu as un terrain que tu souhaites faire construire, les banques sont quand même très, 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 très vigilantes. Par rapport à la hausse des matériaux. En fait, les banques ont rencontré un souci, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu la hausse des matériaux, finalement, le client, des fois, il avait besoin d'un petit complément et c'était pas toujours possible par rapport à l'endettement. Donc, du coup, certains ont dû faire des préconsos derrière pour pouvoir finaliser la construction de la maison par rapport à l'augmentation des travaux. Okay. Voilà, faut le savoir. Hein. Donc, du coup, les banques sont assez vigilantes par rapport à ça et donc, de fait, elles décident systématiquement de prévoir, de demander généralement un apport minimum, alors qui est variable d'une banque à une autre. Hein. Alors ça peut démarrer à 5 000, comme ça peut aller jusqu'à 20 000, ça dépend après des partenaires bancaires. Et ils peuvent demander aussi, ils demandent, hein, c'est clair, une épargne résiduelle, donc après projet, qui soit considérée comme satisfaisante. Donc généralement c'est plus de 10 000 euros de côté après projet. Okay. D'accord ? Ça c'est pour la partie construction. Et réno peut-être aussi ? Alors, la partie rénovation, ils sont vigilants aussi, ouais, complètement. Un petit peu moins. Mais... Alors, pour la partie ancien plus rénovation, ils vont garder le DPE. Alors, si c'est de l'investissement locatif, ils le feront tous. Ils vont regarder le DPE, ils vont se dire, l'audit énergétique, on va dire, voilà, les travaux sont pour sortir des trois lettres, donc du coup EFG, il faut tant de travaux, donc ils vont demander à ce qu'il y ait soit des devis équivalents, du coup pour valider le projet, sinon la personne ne pourra pas le mettre en location potentiellement après. Et ils vont s'assurer qu'il y ait un minimum d'épargne aussi après projet. Et concernant la partie acquisition dans l'ancien avec rénovation toujours, mais pour la résidence principale, là c'est un peu différent parce que il y a certaines banques qui vont quand même toujours demander à ce qu'il y ait les travaux en fait qui soient réalisés comme si c'était pour un investissement locatif. Ils vont user des mêmes règles et d'autres non. Donc d'autres vont dire voilà, si vous achetez un bien qui est par exemple classé G, peu importe, la banque va dire c'est pour une résidence principale, donc pas de problème. Mais ils sont en minorité à procéder ainsi. La plupart vont quand même demander à ce qu'il y ait les travaux qui soient réalisés. Donc du coup, ça peut avoir une incidence aussi sur la notion d'épargne résiduelle après projet. Voilà. Okay. Et pour l'ancien sans travaux, là c'est un peu plus simple. Du coup, il n'y a plus la problématique de savoir si le bien est énergivore, entre guillemets. Généralement, il est bien classé de fait. Il a une bonne notation. Et donc là, en fait, on peut partir potentiellement sur du sans apport, des fois. Ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, c'est bien d'avoir quand même une épargne qui soit au préalable constituée. La banque va toujours se dire, OK, ils ne mettent pas d'apport, d'accord, mais est-ce qu'il y a déjà de l'épargne de constituer ? Est-ce qu'il y a un saut de charge ? Ça, c'est toujours la réflexion bancaire, c'est-à-dire aujourd'hui, vous payez par exemple 600 euros de loyer, demain la mensualité de votre futur crédit, elle est à 800. Est-ce que vous êtes en capacité d'aller justement combler ce delta de 200 ? Voilà, donc ça après, c'est une étude sur les comptes et l'épargne du quotidien qui apportera la réponse. Ok, très bien. Super pour cette partie. Encore une fois, c'était intéressant, je pense que ça va aider pas mal de personnes et notamment peut-être de personnes... peut-être comme moi, jeunes qui se posent des questions sur leur premier